Bonjour les amis, aujourd'hui je reçois Walid de Walid Vidéo, un youtubeur intellectuel qui m'a invité 3 fois sur sa chaîne pour un triptyque très intéressant sur le souverainisme, De Gaulle, la France. Donc c'est à mon tour de le recevoir. Salut Walid, comment tu vas? Salut David, merci beaucoup pour ton invitation David, c'est très gentil, je suis heureux d'être sur cette chaîne, c'est une chaîne très qualitative, tes vidéos sont vraiment bien faites et donc c'est un honneur d'être là et j'espère qu'on va réussir à faire une vidéo aussi qualitative que celle que tu fais avec tes invités ou que tu fais seul. Bah, écoute, merci, trop d'honneur. Euh, Moi, quand on s'est contacté, il y a de ça maintenant quelques mois, j'avais pris le temps de regarder un petit peu ce que tu faisais et justement, je trouvais que ce que tu faisais était très documenté, posé, cohérent et sourcé et ça m'a tout de suite plu de voir un jeune qui essaye de se faire un nom sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est difficile hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Et comme toi et moi, on fait pas de contenu dit putaclite, c'est un peu difficile de se positionner dans ce brouillard. Mais donc voilà, bah, écoutez, j'invite tout le monde à aller sur la chaîne de Walid et de regarder un petit peu ce qu'il fait. Il parle de sujets variés, mais qui touchent un peu le souverainisme en général, un petit peu sur l'Afrique, bien évidemment, parce que ça te concerne tout de même, la France, les États-Unis, etc., etc. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à ma communauté? Oui, je suis Walid, j'ai un parcours en informatique, en développement informatique et en chefferie de projet informatique, donc la gestion de projets ou de logiciels dans le secteur de l'informatique avec voilà. Et à côté de ça, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc l'objectif est de parler de beaucoup de sujets. Lorsque toi tu parles de souverainisme, j'ai pas l'impression de comment dire que c'est une chaîne qui parle de souverainisme. J'ai l'impression d'essayer juste de parler des différents sujets qui m'importent ou qui m'intéressent avec le plus de recul possible. Et si à la fin, ça transparaît comme une chaîne souverainiste, ou bien si tu as l'impression que c'est le thème de la chaîne, c'est que en fait, ça doit être la logique des choses par rapport à la réflexion à laquelle je suis arrivé, je pense. Oui, alors, bon, alors moi j'ai un biais, hein, bien évidemment, puisque je suis ouvertement souverainiste et nationaliste. Mais euh, alors on va formuler les choses différemment. Disons que j'ai trouvé un côté honnête intellectuel, une honnêteté intellectuelle dans ton travail, dans tes vidéos, ce qui fait que tu peux très bien présenter un Dominique de Villepin qu'un Jean-Luc Mélenchon et dire que tel et tel a fait telle chose positive ou négative et ainsi de suite. Donc effectivement, je pense que toute personne sensée et un petit peu éveillé et avec des neurones, doit arriver assez rapidement sur la conclusion qu'il y a des espaces, des frontières, des systèmes politiques, et que, comme disait De Gaulle, par défaut, hein, on n'est ni amis ni ennemis, les Américains ne sont pas nos amis, ne sont pas nos ennemis, ni les Russes, et que il faut un minimum protéger l'endroit où on vit tout simplement. Hein. C'est clair que c'est quelque chose d'assez cohérent. Et alors la deuxième question que je te pose, parce que tu es... oui, alors avant tout, tu as quel âge, Walid? 32. Ok. Donc tu es on va dire, dans la trentaine, l'âge le plus important dans la vie d'un homme, on dit. Alors, la question que je me pose, c'est comment tu t'es formé un petit peu intellectuellement, parce que tu as fait des études plutôt techniques, on va dire, informatique, etc., c'est pas forcément là où tu vas faire un peu de politique, hein, du commerce, des choses comme ça. Comment tu t'es formé politiquement? Tu as lu des livres, tu as suivi des chaînes, c'est dans ton milieu familial. Comment tu t'es formé, comment tu t'es armé politiquement?
Oui, je pense que c'est dans mon milieu familial. Après, je suis d'origine algérienne. Je pense que, après, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que les Algériens sont très politisés. En famille, on parle beaucoup de politique. C'est peut-être dû aussi à l'histoire de l'Algérie, qui est une histoire particulière par rapport à d'autres pays qui pourraient ne pas avoir d'histoire politique aussi violente et aussi triste dans les années qui ont précédé. Et par conséquent, oui, la famille est très politisée. Puis moi, par la suite, j'aime lire énormément et donc je m'intéresse à énormément de choses. Je suis curieux et donc voilà, je pense que de fil en aiguille, j'essaie de plus m'intéresser au sujet et je me rends compte qu'en fait, si on change rien politiquement, on va rien changer et ça va rester de la théorie. Comme je suis une personne qui aime passer à l'action entre guillemets, je pense que c'était le chemin logique. Et, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai noté que tu as parlé d'honnêteté intellectuelle et que tu as expliqué en même temps que c'était compliqué d'être sur YouTube. Bah, après, j'aimerais avoir ton avis, mais moi, selon moi, ça va être de moins en moins difficile d'être sur YouTube et l'honnêteté intellectuelle va être de plus en plus obligatoire parce que les personnes sont de plus en plus au courant, les personnes sont de plus en plus éveillées, même si l'être humain ne change pas. Ça veut dire qu'on reste des personnes flemmardes qui ne veulent pas travailler pour avoir accès à l'information. Cependant, l'information nous vient de plus en plus rapidement et il y a des gens qui se battent pour que cette information soit la plus juste possible. Et pour justement te donner un exemple, je ne sais pas si tu connais Hugo Décrypte, c'est une personne sur YouTube qui a des millions de followers et qui justement parle d'actualité. Et moi, tu vois, lorsqu'il parle d'actualité, ça m'érisse les poils dans le sens où, comment dire, c'est pire que ce que tu peux trouver sur TF1 ou les médias mainstream. C'est-à-dire que c'est vraiment les médias mainstream qui ont trouvé leur écho sur Internet. Et il a eu justement, enfin, il est dans ce qu'on appelle dans la sauce entre guillemets en ce moment parce que il a parlé de l'histoire de Candace Owens et de Brigitte Macron, etc. Mais il en a parlé en disant que c'était des fake news, en disant que il y avait, enfin, que tout ce qu'elle racontait c'était n'importe quoi, que c'était un média complotiste, etc. Tu vois les mots habituels, complotiste, fake news, etc. Et les gens lui ont dit juste, t'as pas de preuves et il a eu vraiment beaucoup de commentaires négatifs. Et je pense que lorsque toi tu dis que c'est de plus en plus compliqué d'aller sur YouTube, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent le travail. Et je pense que par conséquent, les gens qui vont faire le travail, ça va se voir dans les années à venir. Et au-delà de ça, je pense que les gens sont de moins en moins réceptifs aux personnes qui essayent de rester neutres ou en tout cas essayent d'en faire le moins possible. Oui, alors, oui, j'ai entendu parler de l'histoire, ouais. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il va y avoir un nettoyage de fait. C'est bien que les gens soient plus informés et fassent des recherches par eux-mêmes, etc. et s'informent. Ça, c'est une excellente chose. Non, je parle plutôt que, si tu veux, YouTube n'est pas notre ami. C'est qu'en fait, l'algorithme même de YouTube, toi qui viens de l'informatique, il est assez biaisé aussi, quoi. Et donc, en fait, soit tu fais des trucs où tu rigolo, quoi, etc. Et l'algorithme met en avant, mais nous, comme ça touche un petit peu à la politique, effectivement, aux fake news, on va dire, on peut être rapidement classé comme conspirationniste, même si moi je ne suis pas du tout et toi non plus. Hein. Mais voilà, donc en fait c'est dans plutôt ce sens-là que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de se battre contre l'algorithme YouTube. Et après, ton contenu il est intéressant. Moi-même je le regarde. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de conneries sur Internet ça va s'auto-réguler. Je comprends ça, mais bon, c'est pas une évidence, c'est pas si simple. Et en attendant, il faut quand Je même te un rends petit compte peu le travail qu'il faut, se battre contre les algorithmes YouTube, se battre contre le fait que les personnes veulent du contenu mais sans avoir à faire trop d'efforts. Ouais, il y a une grosse tâche. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour ta chaîne. J'invite tout le monde à aller la voir. Ouais. Et ensuite, il y a un autre truc aussi qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'ai mis du temps moi à le comprendre, c'est que combien même tu connaisses des gens un peu influents, etc. sur Internet, et tu dis, ils pourraient m'inviter, ils pourraient parler de moi, etc. Il faut que tu comprennes et aussi qu'en fait, il y a une grosse concurrence.
Et en fait, quelqu'un qui pourrait te paraître être un peu proche de toi, diffuser un peu les mêmes idées, et tu penserais qu'il pourrait t'inviter, etc. Et il va pas forcément le faire parce qu'il veut pas d'ombre. Tu comprends aussi. Donc il y a aussi ce phénomène-là, tu vois, de concurrence, de gens qui veulent pas avoir trop de challengers entre guillemets. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. Et il faut le comprendre. Bon, voilà. Bon, on termine sur cette partie-là. Comment tu te... Bon, moi, mes vidéos, elles sont toujours faites en trois parties, hein, comme tu le sais, l'histoire, la philosophie et la politique. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton histoire, entre guillemets? Est-ce que tu as un message à faire passer? Toi qui es un Français, donc né en Algérie, si c'est ça? Tu confirmes, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Né en Algérie, qui est arrivé donc jeune en France, qui s'est intégré, qui a fait des études, etc., etc. Est-ce que tu as, dans ton histoire personnelle et dans l'histoire générale de la France, etc., est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as des critiques à émettre? Est-ce que la France t'a bien accueilli? Est-ce que tu as un ressenti? Est-ce que tu te positionnerais? Tu connais Driss, qui vient de sortir un nouveau livre, j'ai oublié son nom de famille. Driss l'auteur, je crois, c'est son... Non, 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 je vais tu regarder. vois pas Driss Non. l'auteur? Driss, D-R-I-2-S. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vais Il regarder. vient de sortir un livre sur un petit peu en fait, en gros, pour faire simple, il critique les Français, là du coup de souche, qui se sont infantilisés et ont laissé tomber leur fierté au détriment de ce mondialisme général, ce wokisme. Et lui, en tant qu'étranger, se permet, si tu veux, de critiquer. Et alors, donc, est-ce que tu as un petit peu ce sentiment? Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, hein, sans aller trop loin, ton ressenti sur ton intégration en France? Ça s'est bien fait? T'as eu des petits, est-ce que tu as des remarques, des choses à partager? Bon, déjà, je pense que j'ai des choses à dire. Et en fait, c'est important que j'ai des choses à dire. C'est important que je te dise ça parce que je pense que la plupart des étrangers en France ou des personnes qui viennent de l'étranger et qui se sont, comment dire, intégrées à la nation française ont des choses à dire et il faut les écouter. Je suis pas sûr que actuellement ils sont assez écoutés. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'ils ne prennent peut-être pas la parole. C'est problématique parce que peut-être dans les médias, on ne veut pas les écouter ou on les relègue à la catégorie de la musique ou du divertissement. Et par conséquent, il faut que ces personnes-là prennent de plus en plus la parole. Le fait qu'ils prennent de plus en plus la parole ne veut pas dire que ça soit un problème pour les Français de souche, même si je déteste ce nom, et que ça soit un problème pour les personnes qui sont en France, en fait. Il faut bien prendre conscience que les Français vont devoir et doivent vivre avec les personnes qui se sont intégrées à ce pays, même si ces personnes-là ne sont pas originaires de Clovis ou de Charlemagne. Et par conséquent, il y a une nation française comment dire, pas à créer, parce que la nation française s'est créée depuis longtemps, mais il y a une continuité de la nation française à faire. Cette continuité ne signifie pas accueillir des immigrés sans papier, faire entrer toutes les populations du monde en France. Enfin, c'est pas le propos. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est dans une, comment dire, dans une binarité entre le fait de où soit on fait rentrer tout le monde, ou soit on reste entre Français de souche et même les personnes qui sont là depuis 30, 40, 50 ans n'ont pas leur place. Tu vois, il y a un problème dans ce débat et c'est tout à l'heure, tu me demandais pourquoi est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est l'une des premières raisons. La première raison, c'est qu'il y a un vrai souci sur ce sujet. Il y a un vrai souci de la part d'une partie du peuple français qui, je pense, a du mal à intégrer les personnes venant de l'immigration. Il y a un problème chez les personnes de l'immigration qui sont dans une bipolarité entre leurs origines, leur culture, leur religion, la nation française, etc. Et donc, il va falloir faire le travail pour concilier les deux parce que c'est un travail obligatoire, qu'on le veuille ou non. Alors, ce travail-là, mais je ne te dis pas que c'est un travail où il va falloir... Enfin, bon, bref, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Je suis un peu long, désolé. Euh, Toi, qu'est-ce que tu voulais dire par la critique? Enfin, qu'est-ce que cet étranger a voulu dire dans sa critique du peuple français? Ouais, alors, déjà, je vais reprendre un peu ce que tu as dit.
Ouais. puisque moi-même, je ne suis pas français en fait, hein. Donc peut-être que toi, tu es plus français que moi, culturellement, ou peut-être que tu as un ancêtre français, vu que l'Algérie a été une colonie française. Moi, j'ai aucune goutte de sang français. Je viens de pays qui n'ont rien à voir avec la culture française. Je suis européen, oui. Ma mère, elle est suédoise et mon père, il est écossais et irlandais. Tu vois, donc j'ai un lien avec la France assez lointain, mais je suis né en France. Bon, après, j'ai fait mon service militaire, etc., etc. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, il y a une partie, on va dire, de la droite, hein, pour faire simple. La gauche, on va en parler après si tu veux, mais il y a une partie de la droite qui ne comprend pas la richesse qu'un Walid peut apporter, par exemple. Et là, je vais faire le lien avec Driss. Donc, en fait, c'est Driss Ghali, qui est assez intéressant. Et en fait, si tu veux, ce que je dis souvent, ce que j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est qu'en fait, il y a une force. Il y a une force à prendre dans l'immigration et dans les jeunes de ton âge et un peu plus jeunes. Parce que c'est des jeunes qui en veulent. C'est des jeunes qui en veulent. Et je te donne un exemple tout bête, hein. Dans la boxe, aujourd'hui, hein, dans les sports de combat, il y a une majorité d'enfants issus de l'immigration. Hein, parce que quand tu es riche, enfin disons quand tu as les moyens, t'as pas envie d'aller te battre sur un ring, t'en prendre plein la poire pour t'en sortir. Donc en fait, il y a une puissance, et cette puissance, elle est en partie liée à cette migration. Et il faut l'utiliser, et c'est à la France de l'utiliser. Et ce qui est dommage, c'est quand ça ne fonctionne pas, et qu'il y a un gâchis, parce que soit ils peuvent aller vers la religion, on va dire, extrémiste, soit dans la délinquance, ou soit comme toi, tu t'intègres parfaitement et tu as et la chapeau, etc. Et tu as en plus un esprit d'entrepreneuriat. Donc, pour moi, il y a vraiment une force à exploiter dans l'immigration des jeunes, mais des jeunes qui ont qui ont dépassé le cap de la victimisation. Et pour revenir sur Driss Ghali, en fait, il parle de la victimisation et de ce qu'on appelle plus généralement aujourd'hui le complexe qu'ont les Blancs à être fiers de ce qu'ils ont fait, etc., par ce wokisme, si tu veux, toi, un peu latent, qui a existé. Donc en fait, on tombe dans des caricatures. Soit c'est le blanc raciste, moi, donc en fait, moi j'ai 55 ans, si tu regardes dans mon passé, j'étais un peu à l'extrême droite, j'ai pas toujours été gentil dans ma vie, donc moi je vais être catégorisé raciste, méchant, etc. Ou alors, dans ce cas, c'est le mec de gauche, qui va mettre un genou à terre, qui va s'excuser. En fait, il n'y a plus de juste milieu en France. Et d'ailleurs, qui est une bonne chaîne aussi, juste milieu, passage. Donc voilà. Et donc un peu, voilà ce que dit Driss Ghali. Et en fait, Driss Ghali, il a comme une mission, c'est de réveiller les Français en leur disant accepter exactement ce que tu viens de dire. Il faut accepter l'immigration qui est de fait en France. La première religion aujourd'hui en France pratiquée, c'est l'islam. C'est l'islam, hein. La première religion pratiquée en France, c'est l'islam. Donc ça, il faut l'intégrer, il faut le gérer. On parlera de la religion dans la partie philosophique, si tu le veux bien, mais donc moi je suis d'accord avec toi. Par contre, quid, alors la question que je te pose maintenant, c'est quid, qu'est-ce qu'on fait de la frange des jeunes qui sont soit antifa, soit extrémistes à l'extrême gauche, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut les récupérer, ceux qui crachent sur la France, ouvertement, hein, du coup, hein, ceux qui nous en veulent, qui sont dans ce paradigme-là. Comment on fait, comment on gère ça? Est-ce que tu as une idée? Je te laisse parler de ça. Ouais, alors moi je m'y suis jamais intéressé parce que bah je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser aux choses qui sont pas franchement logiques, tu vois. C'est-à-dire que une personne qui habite dans un pays qui crache sur les habitants de ce pays, bon, c'est un truc qui me dépasse. Donc de base, j'y vais pas parce que je me dis que je vois pas ce que je vais en retirer. Tu vois, si j'arrive pas à y entrer, je comprends pas comment je vais en sortir de ce sujet. Bon, mais comment dire? Je pense qu'il faut quand même séparer les sujets et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos avec toi, parce que je pense qu'on peut parler de tout. C'est-à-dire toi, tu m'as parlé du fait que tu étais à l'extrême droite, et cetera, lorsqu'on voit tes vidéos, elles sont, souverainistes, tu prends, parti, comment dire? Tu es parfois très extrême, mais extrême avec des connaissances et sourcées et cetera et je pense qu'on peut parler avec n'importe qui tant qu'il y a de l'intelligence et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je pense que la gauche dont tu parles, qui est complexée, qui
crache sur les Français, etc., il y a un manque d'intelligence et ça peut pas perdurer. C'est-à-dire que pour moi, il y a un peu un lien avec ce dont on parlait tout à l'heure avec le Hugo Décrypte et le fait de comment dire d'envoyer des fake news. C'est que je vois pas comment est-ce que quelque chose qui est de toute façon pas stable chez la personne, parce que ces personnes-là, lorsqu'elles se réveillent, elles voient bien leur bipolarité, c'est-à-dire elles comprennent bien que elles crachent sur un pays, mais dans lequel elles travaillent, dans lequel elles payent des impôts, dans lequel elles vivent, dans lequel, enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas. Donc, par conséquent, je sais pas, c'est compliqué. Tu as parlé de beaucoup de sujets et tu me diras si je suis pas revenu sur les bons sujets ou si j'ai oublié des choses. Tu as parlé de la victimisation des Blancs. Est-ce que, enfin, moi, selon moi, hein, c'est-à-dire que on peut se dire, il y a la victimisation des Blancs, il y a des personnes racistes en France, etc. La première question qu'il faut se poser, c'est qui amène ce genre de sujet? Et ça, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est les médias et les politiques qui ont des intérêts à amener ces sujets? Est-ce que les politiques de gauche qui ont un intérêt électoraliste vont évoquer le sujet de la victimisation, du fait que les personnes venant de l'immigration sont mal accueillies en France par des Français racistes, etc. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que ça avantage un parti qui a besoin d'électeurs? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et je pense que à travers l'histoire, aujourd'hui, on a un assez grand recul pour comprendre que la gauche a manipulé énormément de personnes, a manipulé son électorat, a eu des résultats plus que contestables lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et par conséquent, la première question à se poser, c'est qui nous manipule, dans quel objectif? Ensuite, toi, tout à l'heure, tu disais ces personnes Antifa. Alors moi, je m'y connais pas du tout parce que je sais qu'il y a une guerre entre Antifa et personnes de droite, enfin de droite, etc. Bon, donc en opposition, ils appellent ça les fascistes, je pense, Antifa, fasciste. Mais bon, c'est la droite souverainiste, je pense. Bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a cette opposition. Sauf que qu'est-ce qu'un Antifa? C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne de gauche qui est pro-LGBT? Est-ce que c'est une personne de gauche pro-palestinienne? Est-ce qu'une personne pro-palestinienne peut être pro-LGBT? Il y a des questions à se poser sur ça aussi et voilà, et quelles sont les bases de ces personnes. Et je pense qu'il est là le sujet, c'est que lorsque tu parles de ces personnes qui se victimisent, est-ce que ces personnes savent qui elles sont? Oui, bah, c'est une bonne question. Tu as mis le doigt dessus. Alors, je pense que pour terminer là-dessus, je pense, si tu veux, qu'il y a après la Seconde Guerre mondiale ce qui a été commis par les nazis, l'impensable, il y a eu une sorte d'auto-castration des Européens, moins des Américains d'ailleurs, et moins des Russes aussi, hein, et tu le vois. En fait, les Européens, notamment les Allemands, les Français notamment, surtout les deux grands peuples européens qui sont l'Allemagne et la France, hein, se sont un peu auto-castrés, les Allemands un peu plus, hein, ce qui est compréhensible, et il y a eu tout un travail de remords, et nous, en France, on a eu nos guerres coloniales, donc l'Algérie, bien évidemment, le Vietnam, le Cambodge, etc., et ça a créé, si tu veux, on est tombé dans un cycle socialisant qui a duré 44 ans et qui se termine aujourd'hui. Ce cycle-là est en train de se terminer. Ce qu'on voit avec Trump, c'est à peu près ça. Donc je pense qu'on va en sortir. Mais c'est compliqué. Et moi, ma crainte, le dernier livre que j'ai fait, c'est Mon combat contre Hitler. C'est un livre qui... D'ailleurs, je vois que tu as une petite bibliothèque dont je vais t'envoyer mes livres. Si tu veux, je vais les acheter. Merci. On est à la croisée des chemins. Il y a des mouvements populistes qui arrivent parce qu'on change de cycle et que justement l'homme blanc est en train de se réveiller quelque part toute la partie immigrée en France doit en faire partie parce qu'elle a une richesse à donner et à offrir. Ça, j'en suis absolument certain. Et il ne faut pas retomber dans un populisme. Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a des tentations simples et faciles. Et tomber dans un populisme, ça veut toujours trouver un bouc émissaire, d'accord ? Et qui pourrait être l'immigration, qui pourrait être toujours les minorités, variées et diverses, qui ont fait du mal, hein, il faut le dire les choses. Mais voilà, donc on est à la croisée de chemin. Et je pense que toi, tu as des choses à dire et que c'est intéressant de les écouter parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes de l'immigration
qui sont comme toi, hein, pas les mecs starbés, les gens posés, etc. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de vous, parce que nous, on est toujours dans ce paradigme d'auto-flagellation, et soit on va devenir extrêmement violent, d'accord? Parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les grandes guerres ont eu lieu en Europe, hein, pas ailleurs, hein. Je veux dire, les guerres avec des millions de morts. Donc, soit on va redevenir très violent, l'Ukraine, c'est peut-être un prémisse, ou soit on va trouver une troisième voie, c'est ce que moi je prône, hein, parce que moi je suis pour la troisième voie. Alors, la troisième voie, c'est De Gaulle, hein, la voie ni impérialisme américain, ni impérialisme russe, et dans lequel il y a bien évidemment la place pour tout le monde. Mais bon, voilà, on termine un peu là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces sujets ou on passe au prochain sujet? Bah, en fait, oui, parce que il y a un truc que j'ai oublié de dire, et c'est pour ça, parce qu'en fait, j'avais commencé par dire que tu étais une personne intelligente. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu parler avec toi? Parce que même si ton sujet peut être un sujet, c'est-à-dire que, enfin, tu parles d'énormément de sujets, mais même s'il y a un moment, on aurait pu avoir un sujet de friction sur l'immigration, parce que bah, tu comprends bien que par mes origines, par mes ancêtres, etc., il est possible qu'on n'ait pas le même, comment dire, le même avis sur les Algériens, sur les immigrés, etc. Voilà. Malgré ce point-là, tous les deux, on sait très bien que c'est pas le vrai sujet. C'est-à-dire que tous les deux, on sait très bien, je pense, après tu me contrediras peut-être, c'est que en France, s'il y a un souci actuellement, si on a des problèmes de toutes parts, c'est dû à l'économie et aux politiques. C'est dû au manque de souveraineté économique, c'est dû au manque de souveraineté politique, etc. C'est dû aux traîtres qui sont à la tête de la France, qui l'ont été depuis 20 ans. C'est dû à cette oligarchie, c'est dû à ces médias maintenus par des milliardaires. Et c'est pour ça que moi, ça me fait assez... Enfin, ça m'embête, tu sais, lorsque on parle de l'immigration comme un problème, même si ça peut peut-être être un problème dans certains cas. Dans certains cas, moi, ce qui me dérange, c'est lorsqu'une personne va te pointer du doigt un Africain qui travaille à Uber Eats et qui vient d'arriver en France il y a un an, ou un OQTF, alors que c'est très grave, un OQTF doit quitter le territoire, n'est pas légal en France, etc. Pas de problème sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me dérange lorsqu'on pointe du doigt ça et qu'on oublie, tu sais, le fait que EDF, qu'on veut emmener EDF en faillite, le fait qu'on revend Alstom, le fait que les politiciens sont assujettis à l'Union européenne, le fait que ça soit Van der Leyen qui hier a encore répondu à Trump en lui expliquant que l'Europe allait se battre. Quelle Europe? De quoi on parle? Qui? Avec quel argent? Enfin, tu vois, et il est là le sujet, c'est que c'est facile de montrer le migrant, c'est facile de se battre entre Français et de ne pas regarder des sujets qui nous dépassent, qui sont compliqués à disséquer, bien sûr. D'être contre l'Europe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remonte à 60 ans, comprendre comment elle a été créée, comprendre que veut dire Van der Leyen, pourquoi est-ce qu'elle a ce pouvoir, qui l'a élue. Tu sais, hier, j'avais un discours, j'avais un débat avec une personne qui me disait non, mais il faut sortir de l'Europe, mais on va y sortir passivement, et puis de toute façon, on y est entré, c'est un choix, non, non, non. La personne a oublié que la France n'a jamais choisi d'entrer dans l'Europe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça, c'est que les gens qu'on a en face de nous sont très forts, ont 3, 4, 5 coups d'avance, et nous, on se dispute sur le livreur Uber Eats comment dire, qui a jeté une canette dans la rue, et donc il montre que l'immigration est sale. Tu vois, là, il y a un problème. Le débat va nulle part. Et deuxième chose, lorsque toi, tu dis que les jeunes doivent être utilisés, les jeunes venant de l'immigration doivent être utilisés, c'est une force qui n'est pas utilisée, bon, bah, tu renvoies au fait que il y a peut-être un plafond de verre dans certaines entreprises, il y a peut-être un plafond de verre chez certaines personnes qui vont peut-être mettre moins en avant les personnes de l'immigration, peut-être pas par racisme, peut-être par racisme, mais en tout cas, c'est une jeunesse qui n'est pas exploitée, qui est laissée dans les banlieues, qui est mal vue, parce que un jeune qui va vouloir trouver un logement, qui va vouloir trouver un emploi, est beaucoup plus discriminé qu'un Français de base, etc. Ça, c'est des statistiques qui sont connues. Mais moi, je pense que au-delà d'utiliser ces jeunes, il faudrait aussi être reconnaissant envers ces jeunes. Alors, je ne te parle pas forcément des jeunes, mais je pense que même une personne de 30 ans venant de l'immigration qui paye des impôts et qui est mal vue, c'est problématique. Pourquoi? Parce que lorsque tu
ne respectes pas cette personne qui travaille, qui est active, qui paye des impôts parce qu'elle vient de l'immigration ou parce que tu as un a priori sur cette personne, tu ne te respectes pas toi-même parce que tu n'as pas conscience que cette personne-là travaille pour la France, fait des efforts pour la France, paye des impôts pour la France. Et par conséquent, si tu n'es pas reconnaissant envers cette personne-là, comment est-ce que tu peux faire nation? Comment tu peux consolider les Français entre eux pour aller se battre contre l'Union européenne et cette oligarchie qui, de toute façon, a toujours des coups d'avance et qui sait comment nous monter les uns contre les autres? Oui, oui. C'est pertinent ce que tu dis. En fait, on va tout de suite, si tu veux, évacuer une première chose, c'est que il y a une petite minorité de gens vraiment racistes. Ça existe, ça existera toujours. Le racisme, comme dit ma femme, est quelque chose finalement de naturel, c'est humain. Mais cette minorité, elle est pas dangereuse en soi. On les laisse tranquilles. Moi, Voilà. je parle pas de racisme et n'importe quelle personne, même non politisée, va te dire que la France, c'est l'un des pays les moins racistes du monde. Alors toi, tu es au Cambodge, je sais pas ce que tu peux en dire sur ça ou mettre un parallèle ou par rapport au pays où tu as vécu, mais n'importe quelle personne qui n'est pas politique, hein, qui n'est pas de gauche, de droite, la politique n'est pas son sujet, lorsqu'elle a voyagé, lorsqu'elle a vu certains pays, va te dire que la France n'est pas raciste. Donc moi, à aucun moment, le racisme, c'est mon sujet. C'est-à-dire que je ne dis pas que ces personnes qui ont des problèmes avec l'immigration, etc., c'est parce que c'est du racisme. Je te parle je sais pas, je sais que c'est pas ce que tu as dit, hein, mais je te dis, c'est à cause d'une manipulation, c'est à cause d'une histoire, c'est à cause de personnes qui sont avantagées ou qui ont un intérêt à monter les uns contre les autres, mais à aucun moment je parle de racisme parce que c'est un raccourci pour justement perdre les gens et qu'on ne parle plus de l'essentiel. Oui, oui. Non, mais effectivement, c'est pour ça que j'évacue tout de suite ça, d'accord? Il y a des racistes en France, comme dans tous les pays, mais c'est une minorité et c'est pas le problème. Après, le vrai problème, il y en a deux, si tu veux. Il y a que les gens peuvent avoir peur et se sentir submergés. Mais ça, c'est un effet psychologique. Et c'est aussi un effet qui est manipulé, bien évidemment. Pourquoi? Parce que des jeunes nord-africains ou subsahariens, ils vont faire du bruit en bas de la maison, des trucs, un point de deal ou autre chose. Et c'est là où je dis, c'est très simple, c'est que notre État, l'État français, doit être fort. C'est en fait quelqu'un qui enfreint la loi, qu'il soit blanc, jaune, noir ou vert, il enfreint la loi. D'accord? Et là, il faut être clair et net. Maintenant, et surtout, il ne faut pas être laxiste. D'accord? Et on a tendance à être laxiste maintenant parce qu'on est dans ce complexe, etc. Mais la manipulation dont tu parles, elle est réelle, bien évidemment, elle est réelle. Parce qu'il y a une, si tu veux, il y a des partis politiques, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, qui vivent de ça. C'est leur business. LFI, c'est son business, et le Front National, c'est son business. Mais ça fait depuis 81, quoi. C'est leur business. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je m'étais rapproché de l'UPR, d'Asselineau, pour lequel j'étais référent au Cambodge tout à fait au début. Mais en fait, pour moi, l'UPR a un potentiel, mais il faudrait qu'Asselineau laisse la place à des jeunes, justement. Tu vois ? Et il ne veut pas le faire. Donc ça, c'est un autre débat. Ou Philippot, ou qu'il fasse une alliance avec Philippot. Bon, ça, c'est mon point de vue politique. Je suis pour un État fort, et je suis souverainiste, et je suis pour que tout le monde soit intégré. Mais, et c'est là où on va arriver au dernier point, qui est le plus important, auquel tu n'as pas répondu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne veulent pas s'intégrer? Parce que toi, pas de problème. Je pense que, allez, 70%, 80% des immigrés en France veulent s'intégrer, veulent travailler, veulent avoir un métier, ils veulent participer à l'économie, et que le problème, comme tu le dis, il est économique avant tout, donc il faut sortir de l'Europe, etc. Enfin, il y a des mécanismes à mettre en place qu'on peut essayer de faire pour redonner du dynamisme à la France. Mais il y a une partie, peut-être, qui ne veut pas s'intégrer, ou alors, c'est même pas qu'elle ne veut pas s'intégrer, c'est qu'elle est déjà trop abîmée. Elle est, toi, tu comprends ce que je veux dire? Elle est trop abîmée. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que là, on parle quand même, quand même de quelques millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Les identitaires vont dire il faut les remigrer, mais ça, c'est un beau mot. Moi, j'ai travaillé dans la sécurité pendant 10-15 ans, et j'ai travaillé dans la sécurité des avions à une époque, d'accord? Et j'ai vu des mecs qu'on renvoyait chez eux, d'accord?
le commandant de bord, en fait, dans 99% des cas, il refusait de faire décoller l'avion. Donc en fait, les flics ont ressorti le mec, et puis il restait en France. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je te pose la question maintenant, et après on passera à autre chose. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette frange? Alors, d'abord, avant de poser cette question, d'après toi, est-ce qu'ils sont tous récupérables, ceux qui sont vraiment coincés? Je dis pas que c'est de leur faute forcément. Hein. Je dis qu'on est arrivé à un face-à-face. C'est-à-dire, en fait, ils sont abîmés. On les a abîmés. Tu vois. Ils savent pas parler. Toi, tu t'exprimes très bien, Walid. Mais ils savent pas parler, ils savent pas s'exprimer, ils vont s'énerver trop vite. Ils n'ont pas le même niveau de politesse. Ils n'ont pas le même niveau d'éducation. En fait, il y a même un problème de langage. Tu comprends? Il y a par moment même un problème de langage. Qu'est-ce qu'on fait de cette frange-là? D'abord, peut-être qu'elle est tout à fait minime, et à ce moment-là, on arrête d'en parler. Et là, c'est les médias qui nous montrent le chou. Mais si elle n'est pas minime, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut les éduquer? Quel serait ton avis sur ce point-là? Moi, je vais répondre à cette question. Je veux répondre à cette question, sauf que je t'assure, il faut que tu me crois. C'est une question à laquelle je ne me suis jamais posé. Enfin, je n'ai jamais, eu cette question en tête et je ne vois même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que je ne vois pas de quelle. Alors toi, tu parles des personnes qui sont au chômage, qui n'ont jamais travaillé, qui ont des aides, mais qui viennent de l'étranger, qui vivent en banlieue. Enfin, ok, je reprécise. Ouais. Le point de deal en bas de chez toi, qu'est-ce que tu fais avec? Ok. Alors, je vais te répondre. Le point de deal en bas de chez moi, est-ce que c'est un problème par rapport à des personnes venant de l'immigration, ou est-ce que c'est un problème par rapport à un manque de police ou un manque d'État? Déjà, ça, c'est la première question que je te pose. Ensuite, deuxième question. Le maire de Grenoble, dernièrement, a dit qu'il fallait faire un modus vivendi avec les dealers de Grenoble parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer. Moi, ça me va, tu vois, de faire des modus vivendi avec des dealers dans une France qui ne paye pas d'impôts. Est-ce que tu veux qu'on fasse un sondage là tout de suite et qu'on demande aux Français, est-ce qu'ils ont l'impression de payer plus d'impôts? Est-ce qu'ils ont l'impression que leur qualité de vie baisse? Pas dû aux dealers, hein, dû aux finances, dû à l'inflation, etc. En fait, moi, ce qui va me poser problème, c'est un Édouard Philippe qui fait un meeting pour annoncer sa présidentielle à Bordeaux il y a quelques jours, qui te dit que nos parents prenaient 40 ans pour augmenter leur niveau de vie. Aujourd'hui, les jeunes, il leur en faut 80. S'il leur en faut 80, c'est qu'il y a un trou dans la caisse. C'est que l'État est mal géré, c'est qu'on touche moins d'argent, c'est qu'il y a plus d'inflation, c'est que la finance est complètement dérégulée. Bon, c'est une multitude de choses qui font que les peuples sont de plus en plus pauvres. Très bien. Les peuples sont de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on a de plus belles routes, parce qu'on a de meilleures voitures et que notre vie s'arrange. Non, on est de plus en plus pauvres et ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal, on paye toujours de plus en plus d'impôts et en plus de ça, il faut qu'on fasse un modus vivendi avec les dealers de Grenoble. Tu vois qu'il y a un truc qui va pas, donc je veux bien, hein, tu vois, je veux bien aller sur le truc de on va parler aux dealers, on va leur expliquer les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Est-ce que c'est le problème principal? C'est ça que je me pose vraiment comme question. Et là, j'attends ta réponse. Oui. En fait, bien évidemment que c'est pas le problème principal, mais si tu veux, c'est une les gens. Voilà, c'est un ressentiment, mais après Mais est-ce qu'on va vivre avec des ressentiments? Est-ce qu'une personne aussi intelligente que toi, aussi cultivée, qui sait à quel point un ressentiment peut manipuler un État sur des décennies, est-ce qu'on va vivre avec des ressentiments ou peut-être expliquer aux gens qu'il y a vraiment des vrais sujets à régler et que ces dealers-là ne voudront même plus dealer une fois qu'on aura réglé les vrais problèmes? Après, je te dis pas qu'il y aura pas des dealers résidentiels, mais ça c'est comme partout. Tu sais, tu peux pas enlever le nombre de meurtres dans un pays. Quand tu as un certain nombre de personnes, il y a un pourcentage de meurtres. Quand il y a un certain nombre de personnes dans un pays, tu as un pourcentage de personnes sur le côté pas des anarchistes, mais voilà, bref, je sais pas. Des personnes qui ne veulent pas s'intégrer à la société. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas plus, enfin, pour toi, c'est un problème au même niveau qu'un maire de Grenoble qui touche des impôts et qui touche les impôts de ses citoyens et qui te dit on va quand même faire un modus vivendi? Alors, non, il y a une hiérarchie des problèmes, on est d'accord. Il faut relancer l'économie de la France, il faut relancer une économie, il faut arrêter d'être con.
Et si l'économie repart en France, une bonne partie de ces problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas là-dessus. Non, j'ai une question. Pourquoi est-ce que dans nos vies de tous les jours, on fait des hiérarchies? C'est-à-dire que toi, tu vas faire une hiérarchie entre passer du temps avec ta femme ou passer du temps avec tes amis ou tes parents. Dans ton travail, tu as comment dire, tu as des actions qui t'amènent un peu plus d'argent et par conséquent, tu vas les hiérarchiser en premier avant de hiérarchiser ceux qui t'amènent le moins d'argent. Pourquoi est-ce que dans nos vies, on fait des hiérarchies, mais dans notre vie politique de tous les jours, on regarde des gens qui font du mal, certes, hein, qui veut des dealers en bas de chez lui, qui veut des cassos, etc. Mais on n'arrive pas à hiérarchiser et voir les choses qui coûtent le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les choses qui coûtent le plus sont très bien cachées, sont complexifiées. Tu sais, on complexifie la finance pour que les gens ne comprennent pas et que même les gens qui viennent vérifier si votre finance est bonne ne peuvent même pas comprendre les affaires que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça qu'en 2008, il y a eu cette affaire des subprimes, parce que personne ne comprenait ce que c'était les subprimes. Et là, pareil, on arrive au même sujet avec la politique. Ça devient tellement complexe qu'on ne comprend plus que le sujet, c'est les politiciens corrompus et non pas le dealer en bas de chez nous, même si le dealer en bas de chez nous ne doit pas exister. On est à peu près d'accord. Le seul truc, si tu veux, c'est que il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il ne faut pas leur dire que tout va bien. Pour l'intégration sociale, hein, je parle, hein, et que en fait, le problème n'est que économique. Il est économique, mais il est aussi sociétal, d'accord? Si tu veux. Donc là, on ne parle pas de dealer. Non, c'est pas le dealer, c'est un exemple parmi d'autres. À la limite, le dealer, je dirais que c'est une chance pour la France. Dans le sens où les mecs sont déjà organisés, ils entreprennent, ils sont structurés, etc., etc. Bon, c'est un peu une plaisanterie, mais dans l'absolu, si tu veux, un système mafieux est un système capitaliste et d'entrepreneuriat. Hein. Bon, après, il y a la loi et le hors-la-loi. Mais à la limite, le dealer, c'est déjà un entrepreneur quelque part. Donc c'est pas tellement ça. Non, moi ce que je te parlais, c'était un peu plus profond. C'était en fait, il y a, si tu veux, une réelle crainte qui existe en Europe et en France, qui est sans doute un peu sublimée et qui est, je le redis, je suis d'accord avec toi, le véritable problème, il est économique. C'est la lutte des classes. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le dernier livre qu'on a sorti, c'est on est dans un mouvement, dans une période charnière où un véritable populisme dangereux peut venir et mettre un nouvel bouc émissaire qui sera l'immigré, hein, d'accord? Ça sera plus les juifs, je pense, ça sera l'immigré, vu comment ça part maintenant. Et ça, il faut l'éviter à tout prix, parce que c'est stupide. Mais il y a tout de même, si tu veux, je vais te donner un exemple très simple. Moi, quand j'avais une entreprise en France, on a fait travailler beaucoup de filles issues de l'immigration, parce qu'elles s'exprimaient bien, parce qu'elles étaient calmes, cohérentes, gentilles, et que leur frère ou leur cousin était très sympa, mais impossible à embaucher. Parce que agressif, parce que ne sachant pas parler, parce que problème d'intégration. Et ça, c'est un vécu, hein, d'accord? C'est pas qu'on voulait pas, mais ça aurait été trop de gestion, trop de... on n'a pas que ça à foutre, quoi, d'accord? Et ça, c'est un fait réel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces mecs-là? Ils ont un potentiel, mais ils sont mal éduqués, ils s'expriment mal, ils parlent mal, ils sont trop agressifs. Bon, alors maintenant, ils font l'auto-entrepreneuriat, soit ils sont dealers en bas de chez toi, soit ils font une petite entreprise, un petit truc, etc. Donc pour moi, il faut les driver, mais voilà, ça c'est du réel, c'est pas de l'imagination. Il y a un problème d'éducation. Et je vais conclure sur un autre exemple, c'est que moi, ma femme, elle est asiatique. Alors attention, hein, y a des grosses mafias asiatiques, hein, d'accord, même en France, mais sauf qu'ils sont très discrets et qu'ils se tuent entre eux, d'accord. Mais il y en a quelques-uns, bien évidemment, mais dans toute ma famille, ma belle famille asiatique, les parents ont travaillé comme des chiens, de femmes de ménage à tout ce que tu veux, essayer de monter des restos, des trucs, etc. Ils ont travaillé comme des chiens, ils se sont tués la santé, et tous les enfants ont fait des études supérieures, de commerce, de médecine, et sont tous intégrés et ils ont tous évolué. Et ça, c'est un problème d'éducation. Et ça rejoint autre chose, et là on va terminer là-dessus parce que là, le temps passe et on va passer aux autres sujets. C'est la dernière question que je te pose, c'est que moi je m'étais rendu compte que dans les pays nord-africains, en fait, les États sont très autoritaires et qu'une partie d'éducation, alors je fais bien la distinction entre éducation et instruction, hein, d'accord ?
Je parle vraiment de l'éducation, la politesse, dire bonjour, dire au revoir, faire la queue, etc. Une partie de l'éducation est prise en charge par l'État, par la police, etc. etc. Et quand ces générations, ces gens sont arrivés en France, où l'État n'éduque pas, en fait, c'est plutôt le rôle de la famille. Et là, il y a eu un problème un petit peu civilisationnel qui s'est fait. Et ça, c'est aussi un vrai problème, parce que si tu veux, pour s'intégrer et vivre en France, dans un espace de paix, cohérence, pour lancer l'économie, pour aller tous de l'avant, ramer tous ensemble, etc., il faut qu'on puisse se parler. Tu comprends? Et se parler à des niveaux de cohérence. Et je termine juste là-dessus, c'est que moi, je n'ai jamais embauché de jeunes issus d'immigration mâles, hommes, d'accord? J'ai embauché leurs sœurs, leurs cousines, parce que problème de communication, tu vois? C'est qu'à un moment donné, ça partirait en couille, on irait à la castagne, tu vois? Parce que les mecs étaient trop agressifs, vraiment trop agressifs. Ouais, c'est à moi? Oui, bah, David, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, qui veut d'une personne agressive, qui veut d'un dealer et cetera? Bon, ça n'existe pas, personne n'en veut et ces gens-là, si tu as des personnes agressives, si tu as des dealers et cetera, faut faire le maximum. C'est-à-dire, il faut revoir la justice, il faut, comment dire? Mettre des peines plus lourdes, que ça soit pour les dealers, que ça soit pour les agressions de rue, que ça soit, pour les bagarres, que ça soit pour ce que tu veux. Il faut augmenter comment dire, les doses en matière juridique. Bon, ça c'est le premier sujet. Moi, ce qui va me déranger, David, c'est lorsque des personnes vont faire le lien entre une personne venue de l'immigration agressif et donc des personnes arabes ou même de religion musulmane, par exemple. Et là, ça va commencer à me déranger. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les premières personnes qui sont contre les personnes agressives dont tu parles, qui sont contre les dealers, qui sont contre tous ces gens-là, c'est les gens venant de l'immigration qui veulent avoir une meilleure vie, tu vois. Donc, à aucun moment, il y a un lien entre arabes, musulmans et dealers et agressifs. Ensuite, bah, toi qui es spirituel, je pense que tu le sais malgré tout, qu'un musulman ne peut pas être en lien avec un dealer. Enfin, il y a un truc qui ne va pas déjà de base. Donc, c'est là où il ne faut pas mélanger les sujets, je pense, selon moi. Je ne dis pas que ce que tu dis n'existe pas. Je dis juste que les plus grands, comment dire, opposants à ces personnes agressives, à ces personnes qui ne savent pas parler, à ces dealers, sont les personnes de l'immigration, sont les personnes, c'est eux qui sont le plus énervés envers ces gens-là. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont comme toi, ils veulent vivre de manière la plus saine possible, la plus calme possible, ils veulent pas de problème dans leur vie, ça c'est la première chose. Et par contre, ils ont un truc de plus que toi, David, c'est que eux, ces gens-là, leur ressemblent physiquement et par conséquent les représentent un peu indirectement et donc leur font du mal encore plus, même lorsqu'ils ne font rien. Tu comprends? Et donc il est là le problème, c'est que il va vraiment falloir arrêter d'être en opposition parce que une personne originaire de l'immigration a autant le seum contre toi, contre ces gens-là, voire plus pour les raisons que je viens d'évoquer. Ensuite, lorsque tu parles d'éducation, les personnes venant de l'immigration sont très bien éduquées, voire même plus que la moyenne, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur pays. Leurs parents, lorsqu'ils sortent de chez eux, leur disent vous faites attention, vous répondez correctement, etc., parce que vous n'êtes pas chez vous, entre guillemets. Et donc, déjà, ils ont ce recul. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, ces personnes-là sont mal éduquées, même s'il y a des personnes résiduelles dont tu parles. Après, toi, je pense que toi, ce que tu fais, c'est la différence entre la vie à la maison et la vie dans la rue. Mais ça, c'est peut-être autre chose. Mais pour finir, lorsqu'on parle d'instruction, je crois, j'ai vu des études sur ça, les personnes venant de l'immigration sont bien plus instruites que les personnes comment dire, que les autochtones. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette envie dont tu parlais au début, tu vois, cette énergie qui fait qu'en fait, nous, c'est Master 2 ou rien. Il n'y a pas entre les deux, même si bien sûr, tu en as qui finissent en prison, tu en as qui finissent très mal. Mais ce que je veux dire, c'est que les immigrés vont au top de ce qu'ils peuvent faire en termes d'études. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est vraiment mon point de vue. C'est-à-dire que tu me parles de gens pour qui on est contre. Maintenant, ah oui, toi ton propos, c'était la solution. Moi, franchement, la solution, de ce que je vois, c'est que la justice est beaucoup trop laxiste. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur ça. Je vais te donner juste un exemple et après, j'arrêterai là. Je ne sais pas si tu as entendu parler du fait que le maire de Roubaix
a voulu appeler la police pour pour arrêter le mariage d'un OQTF. Et lorsque la police est arrivée, au final, c'est le maire de Roubaix qui aura peut-être des problèmes parce qu'il n'avait pas droit d'arrêter ce mariage. Et donc ça, c'est ça que j'aimerais avoir comme réponse, c'est comment ça se fait qu'on est dans un pays où une personne qui n'a pas le droit d'être sur le territoire a le droit de se marier et c'est le maire qui est en faute lorsqu'il n'accepte pas. Donc, je veux bien, hein, tu vois, qu'on parle des migrants, des immigrés ou des dealers, mais lorsque déjà, dès la base, il y a un problème, comment on fait pour parler du reste? Est-ce qu'on ne rentre pas dans un monde de fous? Oui, non mais on est d'accord, hein. Il n'y a pas tellement de soucis. Non mais on va arrêter sur ce sujet-là. Et là tu m'as fait une transition, tu m'as tendu la perche pour passer justement sur le côté un peu plus spirituel, philosophique. Bien sûr que 99,9% des gens sur Terre veulent vivre en paix, travailler, avoir une famille, l'élever, etc., etc. On est tous d'accord. Après, les circonstances font que ça peut fonctionner ou pas. Là, par contre, du coup, on passe sur le volet un peu plus religieux. Et alors là, ça un sujet qui m'intéresse. Je vais juste rappeler rapidement que la France, historiquement, est un pays chrétien, catholique. Et que si les Français ont perdu la foi, c'est pas de la faute des immigrés, hein, ça c'est clair. Et si la police est laxiste, c'est pas la faute des immigrés, on est d'accord. Mais par contre, donc sur le sujet de la foi, Napoléon, en son temps, quand il a émancipé les Juifs, il leur a dit « Je vous émancipe, mais attention, vous n'allez plus regarder du côté de Jérusalem. C'est fini. Maintenant, la nouvelle Jérusalem, c'est Paris. Et vous allez rester en France. Si vous voulez rester en France, vous serez... la condition sine qua non, c'est que la religion soit sous les lois de la République française. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il me semble, mais ça il faudrait demander à un pratiquant juif, c'est que il me semble qu'avant chaque cérémonie dans les synagogues, ils font une prière à la République, dans laquelle ils remercient la République française de les avoir accueillis, patati, et qui respectent les lois de la République française. Donc en d'autres termes, ma question, et moi je pense sincèrement c'est ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en fait, il faudrait que l'islam devienne un islam français. Un peu d'ailleurs, je crois que Sarkozy avait plus ou moins fait, mais Sarkozy c'est un tel idiot. Mais enfin bref, moi je serais pour faire un islam français, mais clair, sous la République française. Et ceux qui n'acceptent pas que la religion soit comme la religion chrétienne d'ailleurs, hein, on a séparé l'Église et l'État, il faut faire la même chose avec la religion musulmane et dire clairement les choses, ensuite créer des mosquées, hein, qu'il n'y ait pas des mosquées clandestines ou autres. En fait, il faut régulariser tout ça et de manière claire pour que chacun puisse pratiquer sa foi en paix, mais qu'elle soit subordonnée aux lois de la République, et ça, il faut être intransigeant. J'imagine que tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce point ? Alors, moi, la religion, même si je suis croyant, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet que j'ai poussé. Lorsque tu dis que la religion doit être subordonnée aux lois de la République, je comprends pas. C'est-à-dire que, toi, tu penses que c'est une évidence. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que est-ce que tu as plus de précision dans le sens où que la religion soit gérée par des politiques qui n'arrivent pas à gérer leurs finances et l'État, ça me paraît compliqué. Si ce que tu veux dire par contre, c'est que la religion ne doit pas être au-dessus des lois de la République, j'aimerais avoir des exemples où la religion est au-dessus des lois de la République. Très simple. Dans la religion musulmane, il y a la charia. D'accord ? On ne peut pas, en fait, si tu veux, je te donne un autre exemple. Quand il y a eu le décret Crémieux, quand Zemmour est devenu français, hein, quand les juifs d'Algérie, les berbères juifs sont devenus français, en fait, les arabes pouvaient aussi devenir français. Hein. Peut-être peu de gens le savent, mais le décret Crémieux, il s'est ouvert aux deux. Alors, il était un peu tendancieux, on est d'accord, mais c'était plus ou moins ouvert aux deux. Mais il fallait que la charia soit plus la loi de l'islam, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, l'islam a la particularité d'être à la fois une religion, mais aussi une loi. Mais ce qu'était également le judaïsme, hein, d'accord ? Le judaïsme, ils ont aussi leur loi. Hein ? Ils ont la Torah, et ensuite, ils ont tout un tas de lois, etc., qui sont parallèles à ça également. Donc, en fait, si tu veux, c'est juste de dire aux musulmans, mais c'est déjà le cas pour
la plupart d'entre vous, hein, mais que ça soit officiel, si tu veux. En fait, la charia ne peut pas se prévaloir de la loi française, c'est tout. Hein. Je ne parle pas de gestion, après, plus ou moins Oui. économique ou autre. Hein. Je te parle vraiment de religieux. Mais actuellement, c'est déjà le cas, non? Enfin, C'est le cas, oui, mais sur le papier, c'est le cas. Mais le fait est, c'est que moi, je veux faire comme Napoléon, c'est-à-dire en fait, il faut créer un islam de France, pas un pseudo-truc à droite à gauche, un islam de France, géré, entre guillemets, par la France, qui demande à tous les musulmans d'accepter ces conditions, d'accord? Comme les juifs l'ont fait, ok? Et que à chaque prière, avant la prière, etc., que ça soit dit dans les mosquées. C'est en fait que nous obéissons à la loi française et pas à la charia. D'accord? Parce que ça, c'est le problématique de religion. oui, oui. Mais moi, je pense, comment dire, bon, moi, je pense, déjà, moi, la religion, c'est pas mon domaine. En plus, à ça, je vais ajouter le fait que je pense que c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire que la religion, c'est pas quelque chose qui se montre. C'est mon point de vue, hein. Ça peut être peut-être que d'autres personnes peuvent avoir un, mais moi, je parle pas de religion et j'évoque pas ma religion. Donc voilà, c'est vraiment très personnel. Bon, ça, c'est les deux premiers sujets. Ensuite, lorsque tu dis que ça doit être géré par les politiques, bon, comme je t'ai dit, c'est pas mon sujet, donc j'ai pas réfléchi, mais de base, de prime abord, je me dis que ça doit être une mauvaise idée. Tout ce qui est géré par les politiques, j'essaye de m'en méfier un petit peu. Ensuite, quand tu parles de la charia, Walid, Walid, vas-y. c'est pas géré par des politiques, c'est la loi Ouais. française. D'accord? C'était en fait Mais la loi française, tout le monde la respecte. Non, 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 Ben, tout c'est le monde ne la ça, c'est respecte des pas. exemples que j'aimerais avoir. Mais Ouais. non, tout le monde ne la respecte pas. Quand tu fais une prière dans la rue, c'est pas respecter la loi française, c'est interdit par la loi. Ok. Non, mais tu as plein Oui, d'exemples. oui, oui. T'en as plein d'exemples. Et en fait, si tu veux, pour clarifier ça, alors, je vais te dire différemment. Je vais te le redire différemment. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que, en fait, les premiers écœurés des mauvais comportements, c'est les immigrés, qui sont encore plus sensibles de voir leurs collègues, leurs compatriotes, entre guillemets, foutre la merde. C'est exactement ce que moi je ressens quand je suis à l'étranger. Moi je suis un immigré, hein, au Cambodge, au royaume du Cambodge. Si je vois un Français mal se comporter, j'ai vraiment envie de lui éclater la gueule, tu vois. Parce qu'il te représente un petit peu. Oui, non mais tout à fait. Donc si tu veux, ça je le comprends parfaitement. Mais c'est la même chose pour la religion. Imagine que tout d'un coup, ici au Cambodge, qui est un pays bouddhiste à 99,9%, que tout d'un coup, je commence à mettre des signes ostentatoires de ma religion catholique. Que je commence à me balader dans la rue, à mettre de l'eau bénite partout, à commencer à prier dans la rue, etc. etc. Ben, mon problème, il va vite être terminé. Hein. Ils vont m'embarquer, ils vont me mettre en tôle. D'accord? Moi, alors, comment dire? Il faut vraiment que tu comprennes que je suis le plus sincère possible. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de te parler avec un masque ou d'essayer de, comment dire, de cacher ma pensée. Je suis vraiment dans une discussion. Lorsque tu me dis que la religion, lorsque tu mets un lien entre toi et les personnes qui pourraient te représenter au Cambodge, qui sont français comme toi, et que tu mettes un lien avec la religion, ça me dérange. Parce qu'en fait, la religion ne nous représente pas. Et si tu pensais que la religion nous représenterait, qu'est-ce qu'on fait contre les films d'Hollywood? Qu'est-ce qu'on fait contre toute la propagande culturelle qui dit que les musulmans sont des terroristes, les musulmans sont des frères musulmans, etc. Est-ce que tu crois vraiment que ça me touche? Est-ce que tu crois vraiment que ça me représente? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un lien avec moi? Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien avec ces mêmes personnes-là dont tu parles qui sortent des lois de la République en France, par exemple? Je ne vois pas Ouais, l'exemple, ouais. mais bon, Bah, imagine. le lien, il est très simple, parce que tu l'as dit toi-même, parce que c'était collégionnaire, c'était compatriote, entre guillemets. C'était en fait, c'est un peu comme dans une famille. Si tes enfants vont aller se battre et faire des mauvaises choses, tu vas peut-être réagir. Tu vas peut-être les ramener à la maison, leur coller une gifle, leur faire un petit peu de morale, leur expliquer la vie, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, quand Napoléon a dit aux Juifs, qui ne pouvaient pas avoir la nationalité française à l'époque, hein, je le rappelle, hein, a dit maintenant je vous émancipe, vous allez pouvoir devenir français, mais les Juifs avaient exactement le même fonctionnement religieux que les musulmans. C'est en fait, ils avaient leur propre loi. D'ailleurs, certains disent qu'ils l'ont toujours. Hein. Bon, ils avaient leur propre loi qui prévalait, qui était prévalente aux lois de la République. D'accord? Par exemple, le mariage. Je vais te laisser
je vais te laisser parler, David. Hein. Moi, je veux te poser des questions aussi sur ce sujet pour mieux comprendre où tu veux en venir et essayer d'y répondre le mieux possible. Tu compares la communauté juive à la communauté musulmane. Il y a beaucoup de liens, oui, oui. Au niveau religieux, il y a énormément de liens. Il y a énormément de liens. Tu Parce penses que les musulmans sont en communauté comme les juifs? C'est-à-dire que de faire une loi chez les juifs, ça peut marcher parce que c'est un concept communautaire, les juifs, c'est un concept assez fermé. Tu penses que ça peut marcher chez des musulmans qui, eux, n'ont pas ce concept de communauté? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas autogérés. Ça se saurait si les musulmans étaient autogérés. Je te parle pas d'un point de vue économique, hein, parce que je pense que tu parles plus d'économie. Non, pas économique. Non, pas d'économie. Je veux dire, la religion, dans la religion, enfin, je vais terminer, hein, d'accord. Ouais. Dans les religions juives et musulmanes, tu as la religion s'accompagne de lois de tous les jours, comment se comporter, comment le mariage, etc., etc. D'accord. Et certaines de ces lois ne sont pas compatibles avec les lois de la République. Et c'était un peu le cas aussi, peut-être certainement avec les catholiques à une époque. Hein. C'est bien pour ça que l'État français a séparé la religion et la République. D'accord. C'est ce qu'on appelle la laïcité. Par exemple, tu n'as pas le droit d'être, comme tu dis, la religion est d'ordre privé et elle ne doit pas être ostentatoire. Okay. On ne peut pas pratiquer la religion dans la rue, on peut pas, enfin, il y a plein de choses. D'accord. Et quand Napoléon a demandé aux Juifs d'accepter la loi française au-dessus de la loi de leur religion, ça a été accepté. Moi, pour terminer sur ce sujet, si tu veux, je ne dis pas que les musulmans sont un petit groupe qui veulent dominer le monde ou autre ça. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis pas même les Juifs, c'est pas le cas. Hein, t'inquiète pas. Hein, dans les Juifs, t'en as 10 000. T'as des Juifs qui sont contre la colonisation. Enfin, il y a de tout. Non, je te parle juste généralement que l'État français doit prendre en main l'islam en France. Et pas laisser s'autogérer comme ça, etc. Parce que même si tu es un peu libertarien, parce que tu es un entrepreneur, l'État doit être régalien. Le dealer doit aller en prison. C'est toi-même qui le dis. Donc, aucune religion ne peut dépasser les lois françaises. Et il faut juste le dire. Je ne dis pas que c'est le cas partout, hein, Walid. Hein. Je ne dis pas que c'est ce que tu fais toi ou d'autres, etc. Je te dis juste qu'il faut que les choses soient claires. D'accord. Et que plus les choses sont claires, plus elles sont simples et plus les gens vivent paisiblement. C'est dans le flou, dans le doute qu'on souffre. D'accord. Et donc, je demande à ce que l'État français fasse un islam de France, clairement un ministère, comme il y a eu pour les Juifs à l'époque, mais pas de gérer. L'État ne doit pas gérer la religion de tous les jours, hein, bien sûr que non. Je veux juste clarifier au niveau de la loi, etc., et d'écrire que la charia, par exemple, hein, mais je dis ça, il y a d'autres choses, hein, ne peut pas être supérieure aux lois de la République française. On ne peut pas faire des prières dans les rues, on peut pas... et donc, du coup, si tu fais ça, on créera peut-être plus de mosquées en France, parce qu'il y a peut-être besoin de plus de mosquées en France. Voilà. Plus les choses seront claires et nettes, plus elles seront faciles à vivre, à mon avis. Alors, peut-être que toi, tu en parles avec facilité de ce sujet parce que c'est un sujet que tu as, bien mûri et développé. Moi, j'arrive pas à être d'accord avec toi sur plein de points, donc je vais essayer de les évoquer et puis tu me diras ce que tu en penses. Le premier, c'est lorsque tu parles du fait que il y aura plus de mosquées. Donc là, tu mets en lien le fait que les politiques qui gèrent la religion pourront créer des mosquées et que ces mosquées ne soient pas financées par le Qatar. Ça, c'est dans un monde rose, hein, dans un monde de oui-oui, où les mosquées, le Qatar ne finance plus les mosquées en France. Par conséquent, il n'y a plus de lien entre le Qatar et la France, et c'est les politiques français qui vont financer ces mosquées. Mais on sait très très bien que les politiques français financent certains cultes, financent certaines associations avec des objectifs électoralistes. Par conséquent, c'est plus le Qatar qui dirige, mais c'est les politiques français qui est le mieux entre les deux lorsqu'on sait qu'il y a des liens entre les politiques français et les Qataris. Bon, déjà là, on arrive sur un sujet qui n'est pas compréhensible pour moi. Ensuite, deuxième sujet, lorsque toi, tu me parles de religion et tu me dis, la religion doit être contrôlée, tu sais très bien que la perte de religion en France a fait perdre plus que la religion chez les chrétiens.
Emmanuel Todd a écrit un livre récemment, Le déclin de l'Occident, où il évoque très bien le lien entre la perte de la religion et la perte de repères, etc. La religion, c'est aussi des repères, c'est aussi le mariage, c'est aussi les enfants, c'est aussi la famille. Je suis certain que tu préférerais vivre dans un pays où le mariage, la famille et les enfants sont mis en avant que les lois actuelles un peu woke et je pense où tous les deux on n'est pas d'accord avec ça. Ensuite, quand je te parlais, et c'est pour ça, et là c'est sur ce troisième sujet que je te dis que peut-être ta réflexion est plus avancée et que moi je ne comprends peut-être pas ce que tu veux dire. Lorsque tu dis les juifs contrôler les musulmans, aucun musulman en France va te dire je n'écoute le recteur de la mosquée de Paris, personne connaît son prénom et il n'y a pas d'autorité en France pour les musulmans parce que la religion, comme je te l'ai dit, pour la majorité est personnelle. Je ne renie pas ce que tu es en train de dire sur les prières de rue. Je renie pas tout ce que tu dis ou toutes les problématiques que tu évoques. Je te dis que pour les musulmans, il n'y a pas de patron. C'est chacun vit sa prière comme il le souhaite chez lui. Chacun fait sa religion comme il le souhaite chez lui et c'est vraiment très personnel. Par contre, lorsque je te parle de religion personnelle, je n'omets pas ce que tu dis. Ça veut dire que toi, ce que tu envoies comme lien, c'est que si on dépasse le statut actuel, c'est qu'on peut se retrouver dans un pays comme en Égypte ou comme dans je ne sais quel pays du Proche ou du Moyen-Orient avec des frères musulmans qui voudraient prendre le pouvoir, qui voudraient se rejoindre en parti politique et par conséquent, la France peut devenir un pays musulman, etc. Je ne crois pas. En fait, peut-être, je ne sais pas, je ne crois pas et je ne pense qu'aucun musulman en France ne veut d'un parti musulman, d'un parti politique musulman. Je pense que vraiment, les musulmans en France vivent leur religion d'un point de vue personnel et à aucun moment, ils espèrent qu'une personne leur indique la religion et leur indique le chemin à suivre dans le sens où ils se sont, pour moi, très bien intégrés aux lois françaises et que les lois françaises leur vont très bien parce qu'ils vivent leur religion en privé. C'est mon point de vue et je te dis peut-être que je n'ai pas assez réfléchi au sujet et peut-être que toi, tu as réfléchi à d'autres choses ou tu vois d'autres connexions et que tu comprends peut-être même pas ce que je te dis. Non, il n'y a pas de souci, je comprends. C'est qu'en fait, la majorité des musulmans en France sont comme toi, vivent tranquillement, sans problème. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est une minorité qui fout la merde. Les dealers en bas de la rue, c'est une minorité. Mais les frères musulmans sont en France. Le Qatar finance des mosquées en France. L'islam est politisé. Donc pour empêcher ça, après on va arrêter de parler de ça, il faut clarifier les choses, d'accord ? Il faut que chaque musulman, en fait, en gros, il faut faire ce que la République a fait avec le catholicisme, qui est... Tu sais pourquoi, globalement, les révolutionnaires ont fait ça ? Mais c'est parce que, en fait, les catholiques étaient dirigés par Rome. Et c'est un État dans l'État. Les révolutionnaires étaient des nationalistes. Ils ont dit on peut pas avoir une troisième colonne, c'est pas possible. Donc ils ont séparé le catholicisme de Rome, tout simplement. Et même, tu parles de... J'ai senti en toi une fibre royaliste, même quand Philippe le Bel a décidé de mettre les papes à Avignon, c'était pour rompre avec cette troisième colonne de Rome. Quand Philippe le Bel dit les papes maintenant c'est à Avignon, ils sont français, ils sont dirigés par moi, c'est l'État français, le royaume français qui dirige. Parce qu'on ne prend pas les ordres de Rome. Donc en fait c'est la même chose, on ne va pas aller chercher les ordres du Qatar. Alors maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est très politisé, c'est les associations, il y a des trucs d'argent, etc. En fait en gros il faut nettoyer tout ça, le marais, ce qui se passe aujourd'hui avec Trump et... on va voir jusqu'où ça va aller, mais il y a un gros nettoyage à faire, j'en suis conscient. J'en suis absolument conscient que c'est toujours une minorité qui fout la merde. On est d'accord, la grande majorité ne font rien contre la loi française, bien évidemment. Mais tant que tu mets pas... tant que tu nommes mal les choses, tu rajoutes du malheur au monde, disait Camus. D'accord ? Et c'est un peu ce qui se passe dans l'islam. En fait... ça permet à des gens d'extrême droite de dire « Ah, les mosquées de rue, c'est le problème numéro 1 en France ». Et ça permet à LFI de dire « Mais non, il n'y a aucun problème avec les musulmans, etc. etc. » Et qui accueillent en leur rang des terroristes du Hamas non, en fait, ils sont sympas parce qu'ils se défendent et autres. Et de l'autre côté, Marine Le Pen accueille des fanatiques israéliens en leur disant « Bah non, etc. » Donc, tant que tu nommes pas bien les choses...
dans cette fameuse troisième voie à laquelle j'aspire, eh bien, tu auras toujours des fanatismes des deux côtés. Pour arrêter ces fanatismes, il faut nommer les choses clairement et les définir. Mais dans tout, hein, dans l'économie, dans la police, etc. Là-dessus, on est à peu près d'accord sur cette conclusion-là. Enfin, tout du moins, moi, je te rejoins, bien évidemment. La majorité des musulmans en France sont tranquilles. Et tu en es l'exemple. Ou un autre exemple très, très, très médiatisé dans notre milieu, c'est Idriss Aberkane. Tu vois, Idriss Aberkane, il est musulman, pratiquant, il vit sa vie, il dérange personne. Donc voilà. Bon, je termine sur ce point-là, parce que l'heure avance, on va bientôt, on a dépassé 1 heure, donc on va essayer de conclure un peu maintenant. On a pas mal parlé de politique, mais on va terminer un peu sur la politique. Donc en fait, comment tu te définis politiquement ? Tu te définis plutôt de droite, plutôt libéral, entrepreneur qu'est-ce que tu revendiques un petit peu politiquement ? Je sais pas. Je me suis jamais vraiment défini. Je pourrais pas te dire. Non. C'est une réponse qu'il faudrait. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué parce que ça voudrait dire, ça dépend des sujets, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Je pense que je suis plutôt d'accord avec tous les politiques lorsque ils parlent de souveraineté. Donc, par conséquent, je suis d'accord avec un Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. Je peux être d'accord avec un Florian Philippot que j'estime qui est un peu plus à droite, voire à l'extrême droite. Je ne sais pas si Florian Philippot est l'extrême droite parce qu'il ne parle pas de tous les sujets de l'extrême droite. Cependant, bon, il est assez souverainiste. Je peux être d'accord avec un Montebourg qui est plutôt au centre et qui est souverainiste aussi. Donc, je pense que je suis souverainiste, ça c'est certain. Maintenant, je ne saurais pas te dire. Je pense que socialement, j'essaye quand même de comprendre que le monde est compliqué pour beaucoup de personnes et que par conséquent, les aides que la France met en place, le système social de la France doit être préservé. En opposition à ça, il faut absolument couper dans les dépenses, couper dans les dépenses, mettre plus de justice, il n'y a pas assez de justice. Donc, je ne sais pas, j'essaye de t'évoquer quelques sujets comme ça sur lesquels j'ai 2-3 avis. Cependant, je ne saurais pas me placer politiquement. C'est-à-dire que un Jean-Luc Mélenchon que j'aurais pu soutenir plus jeune, j'ai de plus en plus de mal avec beaucoup de points. Une Marine Le Pen, c'est assez impossible parce qu'elle n'a pas assez d'intelligence pour mettre de subtilité sur les personnes qui me ressemblent. Le centre est complètement corrompu et beaucoup trop dans le système depuis bien longtemps. Si demain je devais voter pour quelqu'un, je pense que je voterais pour un Dominique de Villepin s'il se présente. Ouais, c'est un peu ce que j'allais te dire, parce que j'avais pressenti ça un peu dans quelques vidéos qu'on avait faites ensemble. Dominique de Villepin, effectivement, il a une carrure. Il a une carrure un peu gaulliste, c'est un homme qui porte bien, qui est beau. C'est important, l'apparence, c'est important. D'où le fait que pour toi, il faut que Asselineau lâche la place. Ouais, non mais bon, Asselineau, en fait, l'UPR est intéressant. L'UPR est intéressant, mais c'est toujours pareil. En fait, ils s'enferment dans des clivages. Je suis globalement pour la sortie de l'Europe, mais attention, c'est pas si simple. C'est pas du tout si simple, parce qu'aujourd'hui, la France est quand même un acteur important de l'Europe. C'est un sujet compliqué. Est-ce qu'on peut faire ça par étapes ? Il y a des choses à réfléchir. Alors, le problème, pour revenir à... Enfin, le problème. De Villepin, en fait, j'ai peur qu'il soit quand même dans le système, entre guillemets, système. C'est quoi le système ? Tu me diras, l'état profond, c'est quoi, etc. Non, dans le système, dans le sens... est-ce qu'il sera capable de s'attaquer justement aux marées, c'est-à-dire de faire ces réformes nécessaires, de nettoyer la justice, de nettoyer... il y a un vrai travail à faire en France, c'est pas simple, et est-ce qu'il en a la carrure ? Je ne sais pas. Mais oui, c'est quelqu'un qui est intéressant, aujourd'hui, moi je suis un peu comme toi d'ailleurs, hein, tu sais, je pense qu'on est beaucoup comme toi, c'est-à-dire qu'en fait, si demain il faut voter, tout de suite comme ça, je sais pas. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Moi, j'aurais pu à une époque aussi voter pour Mélenchon parce que c'était un souverainiste de gauche. Mais là, il a pété les plombs, Mélenchon. Il fait de la.
j'allais te critiquer sur le fait que tu as vieilli, je pense, lorsque tu dis que sortir de l'Europe, c'est pas si simple. Peut-être que il y a 10, 20 ans, tu aurais été un peu plus fougueux. Donc, et la problématique, c'est de dire que si une personne comme toi dit que c'est pas si simple, bah, on va pas y aller et ça va être compliqué. Il va falloir vraiment y aller et ne pas forcément avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain n'est jamais, enfin, la catastrophe n'est jamais sûre. Et par contre, là, on y va tout doucement. Donc, pourquoi pas faire le grand saut? À voir. Après, c'est selon aussi ce que tu as dans ton compte bancaire et selon ta position. Et donc, ça, je comprends aussi. Euh, c'est comme quand tu disais tout à l'heure, enfin, comment dire? Lorsque tu dis De Villepin est dans le système, je comprends parfaitement. Emmanuel Macron ne l'était pas. Est-ce qu'il a fait du bien à la France? Je ne sais pas. Et il va ne pas falloir à un moment oublier l'âge. C'est-à-dire que je te critique sur ton âge. Maintenant, est-ce que pour un De Villepin, est-ce que c'est pas l'âge qui serait l'une de ses plus grosses qualités? Alors, c'est possible. Non, mais de Villepin, c'est possible. Honnêtement, c'est quelqu'un qui présente bien, dans lequel j'ai une grande sympathie. Non, alors, pour revenir sur l'Europe, oui, bien évidemment, que quand je dis que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. Je te donne juste un exemple tout bête. Vraiment tout bête, tout simple. Toi qui es un peu ingénieur, tu vas tout de suite comprendre. C'est qu'en fait, le réseau électrique européen, par exemple. Toi, là, c'est quoi? C'est les pays baltes là, qui viennent se connecter au réseau européen et tout contents. Ils vont payer plus cher l'électricité aujourd'hui qu'hier. Bon, enfin, bref, ça, c'est von der Leyen, Gertrude von der Leyen. Bon, un exemple simple. La France est interconnectée au réseau électrique. Si demain la France voulait se déconnecter du réseau électrique, et tu sais qu'il y a des systèmes de compensation, de ballast, etc., c'est très compliqué. L'Espagne peut se déconnecter, parce qu'elle est en fin de course, tu vois. Mais la France, elle est connectée avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, tu vois, avec beaucoup de pays, et elle joue une sorte de rôle de hub. Donc ça, c'est une image que je te donne. En fait, c'est compliqué. C'est pas compliqué de sortir de l'Europe, de l'euro et de l'Europe, enfin du commandement de l'OTAN et des institutions bruxelloises. On peut le faire, bien évidemment. C'est faisable. Mais ça veut dire que beaucoup de choses vont être coupées et qu'il va y avoir une période. Moi, j'ai pas des millions en compte en banque, donc ça me dérange pas trop, mais il va y avoir une période de dépréciation. On estime à 30% à peu près, tu vois, une période de dépréciation où l'économie française va aller vers le bas. Et après, elle va être relancée, hein, logiquement. Donc, je ne suis pas contre. Je te dis juste que c'est pas si simple que ça. C'était beaucoup plus simple pour les Anglais. Les Anglais, c'était très simple. Ils ont jamais été dans l'euro. D'accord. Si demain la Suède veut sortir de l'Europe, c'est beaucoup plus simple aussi. Tu vois, là, il y a tout un mécanisme. Il faut réimprimer des billets. Tu vois, il y a plein de choses. Il faut relancer la banque centrale française, qui est plus ou moins à l'arrêt depuis longtemps, etc. Donc je dis pas que c'est pas du tout irréalisable, parce que moi je suis pour la sortie de l'euro. Hein, d'accord. Je suis toujours aujourd'hui. Je dis juste que est-ce que c'est c'est à discuter, quoi. Est-ce qu'il faut faire ça tout de suite ou il faut faire ça par étapes? Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite, par exemple, se sortir du marché électrique pour réduire le prix électrique en France, etc. Toi, tu as vu Macron s'est pavané aux rencontres internationales de l'IA qui avait l'air d'être pas mal d'ailleurs, hein. Mais et qui se pavane en disant que nous on a d'électricité. Oui, mais à quel prix, toi? C'est toujours le même discours. Enfin bon. Pour conclure, Walid, si tu le veux bien. Oui, je dirais que De Villepin, pourquoi pas. Moi, l'UPR, j'ai toujours eu une sympathie pour l'UPR et j'ai toujours une sympathie pour Asselineau. Il est bon. D'ailleurs, il a interviewé Jean-Pierre Petit. Si tu n'as pas regardé, je t'invite à regarder cet entretien. Je t'invite à le regarder parce que Jean-Pierre Petit, c'est un monsieur très, très gentil, très intéressant et qui a 84 ans, comme Trump, et qui pète la forme. Donc l'âge, non. Au contraire, ça peut être un avantage. Et je pense que De Villepin, c'est comme Trump, il a la pêche, quoi. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Non, moi, mon inquiétude, elle est plus politique. Pour conclure, je vais refaire un coup de pub à mon dernier livre. Qui a porté Hitler au pouvoir? C'est pas les nazis. Les nazis, ils étaient tout petits, quoi. C'est un tout petit parti. C'était rien du tout. C'était des farfelus, quoi. Tu vois, des mecs qui gueulaient sur la rue. Non. En fait, c'est l'extrême gauche qui a fait peur à l'extrême centre. Et moi, je mets toujours, toi, De Villepin, je mets quand même dans le centre. Parce que c'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'il faudrait que je réécoute, mais je mets toujours dans ce centre-là. L'extrême gauche fait peur à
l'extrême centre, c'est-à-dire aux bourgeois, pour faire simple, hein, d'accord, à la classe bourgeoise. Et là, quand la classe bourgeoise commence à réellement avoir peur, ok, et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde du côté des farfelus populistes, des mecs qui gueulent dans la rue, et les mecs qui savent castagner, tu sais, les SA qui savent défoncer des vitrines et défoncer des mecs, et elle va les chercher. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. C'est la petite droite bourgeoise qui a dit, ah ben, on va quand même mettre Hitler au pouvoir parce que là, sinon c'est les communistes qui arrivent. Et du coup, mais par contre, on va le contrôler, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est intelligents, toi. On est bien éduqués. On a des cols blancs, on a fait des études. C'est pas un petit peintre de Vienne. C'est pas des mecs qui ont bac -2 à moitié. C'est pas des hooligans qui vont nous dominer. Mais ça s'est passé. C'est que Hitler, il n'a pas lâché le pouvoir. Et quand ces gens-là prennent le pouvoir, eh ben, ils vont jusqu'au bout de leurs idées, d'accord. Et la guerre et tout ce que tu veux. Est-ce que de Villepin... Attends, je termine, excuse-moi, tu auras la parole, la conclusion. Est-ce que de Villepin a les couilles, tu vois, pour parler crûment, de redresser la France et de tenir tête au populisme et à de gauche et de droite? Voilà. Je te donne le mot de la fin, Walid, si tu veux bien. C'est ça ma question. Tu penses que Villepin peut être tenu à son âge? Je pense qu'il a plus grand-chose à perdre, donc ça c'est bien. Mais il peut avoir peur, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas peur de Villepin tout d'un coup, toi? Tu sais, l'humain, on parlait de... Conclu, hein, conclu. Non. Bah, tu sais, tu disais un truc assez juste tout à l'heure. Tu disais que je me suis ramolli avec l'âge. Oui, on se ramollit avec l'âge. C'est tout à fait exact. C'est ce qu'on appelle la sagesse, quelque part. Tu vois, j'ai pu aller me battre dans la rue. Voilà, il faut vraiment me pousser quoi, pour y aller. Quoi. Mais, donc, quand tu vieillis, tu peux avoir une certaine réticence. Mais enfin, c'est à la fois vrai et pas vrai, parce que si tu regardes Trump, il a 84 ans, et il déménage, là. Tu vois, là, il déménage. Tu vois, il va peut-être même trop déménager, ou Poutine. Donc, peut-être. À voir. Bah, écoute, Walid, une fois de plus, je te donne le mot de la fin. La conclusion est à toi. Encore merci pour ton temps. On est à peu près 1h20, toi, donc on conclut. Et Ok, bah merci beaucoup David. Allô? Oui, merci beaucoup David pour aujourd'hui. C'était super intéressant. Donc comme d'habitude, hein, de toute façon, nos discussions sont toujours très intéressantes, enrichissantes et on ne voit pas le temps passer. Ça a été un plaisir d'être invité sur cette chaîne. Et j'espère qu'on aura d'autres discussions dans l'avenir. Merci beaucoup David. Merci Walid. À très bientôt. À bientôt. Salut.